Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter de contamination environnementale en compagnie de Sébastien Sauvé, professeur et chercheur en chimie environnementale à l'UDM, ainsi que Marie-Hélène Bacon, chercheure et coordonnatrice du CRIPA à l'UQAM. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous proposer de poser un peu le cadre de cette discussion-là en clarifiant pour les auditeurs qu'est-ce qu'on entend par contamination environnementale, parce que c'est vaste comme concept et un peu méconnu, et pourquoi c'est un sujet auquel on gagne à s'intéresser, même si la tendance est un peu passée sous silence. Et là, je ne veux pas faire un jeu de mots avec le printemps silencieux, mais peut-être qu'on peut lire ça dans ma façon de formuler la question. Dans le fond, il y a une nature insidieuse. Donc, pourquoi on a intérêt à mettre ça à l'avant-plan? Tu veux te lancer? Je peux bien me lancer. Dans la contamination, j'aime bien souligner entre un environnement contaminé où il y a donc des produits chimiques, il y a des éléments qui ne devraient pas être là naturellement, puis un environnement pollué où en fait il y a des éléments qui ne devraient pas être là, mais qui causent aussi des effets, puis qui sont nocifs, puis qui sont toxiques. Donc, quand on s'intéresse à la contamination, ce qu'on essaie d'avoir, c'est quand est-ce que c'est pas normal, puis quand est-ce que c'est dangereux, c'est toxique, il y a des impacts. Donc, il y a une nuance qui est quand même importante, je pense, à mettre en exergue. Puis pour ce qui est du fait de mettre ça à l'avant-plan, est-ce que vous pensez effectivement que c'est un enjeu qui est quand même passé sous silence ou dont on parle assez dans l'espace public? Est-ce qu'on a... Je consacre ma carrière à travailler en chimie, l'environnement, la pollution. Donc oui, moi, on pourrait en parler beaucoup plus. Je pense qu'il faut, par contre, trouver comment on dose tout ça. Il ne faut pas fatiguer et tanner les gens avec trop d'informations. Il ne faut pas provoquer trop non plus d'éco-anxiété. Il faut trouver comment doser et bien prioriser. Et donc là, est-ce qu'on priorise bien toutes les interventions puis tout ce qu'on fait? Là, ça, je ne suis pas certain. Mais je ne pense pas qu'il faut juste en rajouter plus n'importe comment. Je pense qu'il faut trouver comment on fait le bon dosage. Et dans tous les problèmes d'environnement qu'on a, il y en a tellement qu'il faut aussi trouver quoi prioriser, où mettre les efforts, où bien conscientiser les gens et où mettre les ressources du gouvernement, les ressources du public, c'est nos taxes. Oui, on veut un environnement propre, mais on veut aussi des meilleurs services dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans toutes sortes de choses. Donc, il faut trouver comment on jongle avec toutes ces priorités-là. Puis les replacer dans un cadre plus large, c'est très intéressant. Je crois qu'il y a eu vraiment une progression en termes de, je dirais, de sensibilisation aux contaminants dans notre environnement. Au cours des dernières années, notamment, pas juste au Québec, je pense que globalement, de toute façon, les enjeux de contamination, que ce soit les contaminations par les pesticides sur lesquels je travaille, les engrais chimiques, que ce soit par le plastique, que ce soit par tous les contaminants chimiques. C'est des milliers et des milliers de contaminants qu'on retrouve dans l'environnement et par ricochet dans les corps aussi. C'est très impressionnant quand on fait des analyses chimiques de ce qu'on peut retrouver au niveau humain. Alors, donc, cette sensibilisation-là est beaucoup plus exposée par les médias depuis plusieurs années. Et donc, ça a permis, pas que les recherches ne se faisaient pas auparavant, là, on s'entend, ça fait longtemps qu'il y a des recherches qui se font sur ce sujet-là, mais je dirais qu'en termes de publicisation par les médias, des enjeux qui sont liés à la pollution, à la contamination chimique, ça, on le voit de plus en plus. Donc, on s'aperçoit au niveau de la population vraiment une réalisation. Et on réalise tout le temps. Comme là, par exemple, depuis, bien que ça fait longtemps que les PFAS, on sait qu'il y en a et tout, là, depuis, je dirais, 1 an et demi, on en parle beaucoup dans les médias en Europe. Là, on parle à quel point l'eau est contaminée aux États-Unis aussi. Donc, on voit vraiment cette conscientisation aussi au niveau politique, avec donc
je dirais, bon, ça reste pas assez pris en compte, mais bon, quand même, on voit que, bon, on essaye de faire des traités pour la pollution, pour le plastique, bon, donc je crois que ça s'en va dans la bonne direction. Ah, c'est enthousiasmant quand même, un peu de progrès, parce que des fois, on a l'impression que c'est cataclysmique et c'est justement, on parle d'éco-anxiété. Donc, c'est intéressant de voir que le chemin est parcouru. Pour des gens qui travaillent là-dessus depuis longtemps, il y a quand même un espoir parce qu'on note qu'il y a une conscientisation. Donc, c'est intéressant. Sur une note plus personnelle, j'aimerais ça, avant qu'on se lance plus dans le vif du sujet plus technique, que vous nous expliquiez qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à vous intéresser ou à vous pencher sur ces sujets-là et peut-être nous parler un peu de vos recherches et des constats que vous en dégagez. D'accord. Moi, je te laisse encore la parole. Je commence d'abord. Moi, j'ai toujours aimé la chimie. Donc, j'étudiais, j'aimais ça, la chimie. Mais à l'origine, quand je regardais un bac en chimie, il y avait plein de cours qui semblaient moins le fun. Moi, ce qui m'interpellait, c'était l'environnement. Et donc, j'ai fini par étudier en agronomie. Et donc, j'ai une formation spécialisée dans les sols. J'ai beaucoup travaillé dans les sols contaminés, beaucoup travaillé avec des contaminants plus historiques, le plomb, le cuivre, le cadmium, du mercure. Donc, des trucs qu'on connaît bien. Mais ce qui m'anime de plus en plus, c'est les nouveaux contaminants, les contaminants émergents, mieux comprendre quand est-ce qu'un produit est toxique, pourquoi c'est toxique. Et le défi qui vient avec les contaminants émergents, c'est que, bon, il faut trouver comment on les mesure. Donc, il y a un défi au laboratoire qui est intéressant puis qui est stimulant. Mais une fois qu'on a fait des mesures, on sait combien il y en a. On est toujours un peu surpris, puis on est toujours un peu scandalisé, mais il y en a partout. Mais il faut aussi essayer de comparer avec les critères de qualité, les normes, pour voir est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la norme. Ça va bien quand on a des vieux contaminants parce qu'il y a des normes, ça fonctionne bien. Mais quand on a des nouveaux contaminants, il n'y a pas de normes. Et donc, on tombe dans cette espèce de flou où, si on veut nier le problème, il y a des industriels, il y a des politiciens qui vont dire « ça respecte toutes les normes, il n'y a aucun problème ». Mais quand il n'y en a pas de normes parce que c'est un nouveau contaminant, ça ne rassure personne de dire qu'on respecte toutes les normes, il n'y en a pas. Donc, ce bout-là est, moi, quelque chose qui me motive beaucoup, d'être dans la zone où, oui, il faut faire la chimie, il faut faire la toxicologie, il faut faire l'épidémiologie, il faut comprendre qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique, jusqu'à quel niveau c'est toxique. Puis ensuite, j'ai aussi découvert que d'avoir un dialogue avec les gouvernements, les agences, les organismes réglementaires, ça aide. Ça ne fait pas changer beaucoup les choses. De parler avec le public puis d'être présent dans les médias a beaucoup plus d'impact et d'écoute au niveau réglementaire que de leur parler directement. Donc, il faut parler par personne interposée avec les agences réglementaires. Ça fonctionne beaucoup mieux. J'aime ça, vous parlez d'incertitude, vous êtes dans une zone d'incertitude, de participer à mettre des normes en place qui sont intelligentes, aussi, dans le fond, surtout sachant qu'il y a une part d'incertitude, puis de l'espèce de ménage à trois entre les citoyens, les élus et les chercheurs. Au fond, c'est vraiment une belle... Vous êtes au cœur des décisions, c'est super, on a besoin de chercheurs comme ça. Moi, de mon côté, je suis sociologue, donc j'ai un doctorat en sociologie, mais j'ai toujours travaillé de façon interdisciplinaire et j'ai travaillé dans le cadre à la fois de ma maîtrise et de mon doctorat sur les technologies émergentes, les nouvelles technologies. J'ai beaucoup travaillé sur les organismes génétiquement modifiés et sur, en fait, les politiques publiques qui encourageaient le développement de ce type d'organismes-là, le financement, les réglementations, l'évaluation des impacts sanitaires et environnementaux de ces organismes. Et qui parle OGM, parle pesticides, en fait, parce que, en fait, la majorité des OGM sont élaborés pour, en fait, être arrosés de pesticides sans en mourir. Donc, les herbicides, par exemple, ou même de produire leurs propres pesticides. Donc, la majorité des OGM, ça a été la mise en marché des OGM a aussi déclenché une augmentation de l'utilisation des pesticides. Et l'adoption des OGM, le Canada a été le deuxième à le faire, suite aux États-Unis. Et on en voit beaucoup, beaucoup en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc, de fil en aiguille,
je me suis intéressée à ces questions-là, mais toujours vraiment, comme je disais, d'un regard très, très interdisciplinaire. Puis, on a commencé, on a fondé un groupe de recherche qui s'appelle donc le CREPA, qui est le collectif Éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives, qui est vraiment un groupe de recherche interdisciplinaire. Donc, il y a autant des gens en sciences humaines qu'en toxicologie, en médecine, en droit, en santé publique. On travaille aussi de façon très, très étroite avec 13 OBNL, québécois, canadiens, européens. Et donc, on s'intéresse vraiment à diminuer les pesticides en amont, c'est-à-dire donc vraiment de regarder quelle est l'évaluation des pesticides, la réglementation. Donc aussi, donc on a des axes vraiment politiques publiques, des axes hauts, des axes sur les alternatives de recherche. Alors, on a de l'avant plusieurs recherches à la fois, comme je disais, plus au niveau des politiques. On a eu des politiques publiques, la réglementation, la façon qu'elles sont évaluées aussi, les pesticides avant la mise en marché et après la mise en marché. On a eu des projets en Montérégie-Ouest, notamment, pour voir dans l'eau, le ruissellement, qu'est-ce qu'on retrouvait comme pesticides dans l'eau. On a aussi Portrait qui était d'ailleurs comme un peu... Oui. Oui. Et d'ailleurs, le laboratoire de Sébastien avait fait les analyses, là, donc on retrouve plusieurs pesticides à des concentrations élevées dans les eaux. Donc, c'est le ruissellement agricole dans les eaux du Québec. Et on a aussi des projets de recherche sur, par exemple, en ce moment, sur ce qu'on appelle l'agriculture 4.0, qui sont vraiment toutes les nouvelles technologies en agriculture qui sont promulguées, en fait, comme étant un moyen de diminuer la contamination chimique, que ce soit les pesticides ou les intrants chimiques, comme le phosphore, l'azote. Et donc, on regarde les impacts, notamment pour les agriculteurs. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, à quoi ça conduit? Donc, on regarde ça aussi. Puis, on s'intéresse également beaucoup à l'agroécologie en tant que cultiver autrement, qui a des impacts très, très importants, non seulement sur l'intégration de la biodiversité, mais aussi au niveau social, parce que les agriculteurs, les agricultrices sont dans une situation socio-économique très précaire. Donc, alors, on travaille sur ces questions-là. On travaille aussi sur la question des impacts sanitaires chez les agriculteurs, donc notamment la reconnaissance des maladies professionnelles comme le Parkinson, l'infirme hodgkinien. Et c'est très, très récent au Québec qu'on a reconnu ces questions-là par rapport à la France. Et ça, c'est un autre aspect qu'on met souvent de l'avant, c'est les analyses comparées, notamment avec l'Union européenne, où ces questions-là sont traitées différemment et ils sont beaucoup plus avancés, je dirais, tant en termes d'évaluation que de réglementation dans ces questions-là. Très intéressant comme portrait. On va pouvoir plonger peut-être en détail dans certaines des choses que vous avez avancées, mais dans le fond, à l'heure actuelle, au Québec, quelles sont selon vous là, les sources de contamination qui devraient être sur le dessus de la pile, si on veut? Puis là, je sais que vous avez des intérêts de recherche différents, mais on a entendu de s'inquiéter peut-être des trucs émergents qu'on connaît moins ou encore des choses dont on devrait se méfier parce qu'ailleurs, ils font autrement. Donc, je ne sais pas. Puis là, on a parlé beaucoup de contamination du sol, mais ça pourrait être aussi contamination de l'air ou autre. Je sais que c'est peut-être un peu en dehors de vos champs d'expertise, mais selon vous, qu'est-ce qui devrait être sur le dessus de la pile de priorité? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Moi, je crois que je dirais pour prioriser, il faut voir ce qui est omniprésent aussi également dans nos milieux, que ce soit le sol, effectivement, l'eau, l'air. Je crois que c'est important de regarder ça. Et effectivement, quand on regarde les pesticides, c'est vraiment omniprésent, mais partout. Mais partout. Et je veux dire, et il y en a plusieurs. Et donc, et l'impact des pesticides sur la santé,
sur l'environnement, sur la biodiversité, sont vraiment majeurs parce que on réalise vraiment que ça contribue à l'effondrement de la biodiversité globalement, mais également beaucoup plus accru en milieu agricole. Au niveau des impacts sur la santé, il y a énormément de recherches qui se font sur ça. Et là, on voit la panoplie d'impacts qui sont liés aux pesticides. Et là, on parle vraiment de, bon, oui, plein de cancers, mais aussi des impacts neurologiques. Plusieurs de ces pesticides sont des perturbateurs endocriniens aussi, ce qui fait que ça a un impact vraiment sur les fœtus, sur les femmes enceintes, avec des impacts importants au niveau endocrinien, ce qui fait que ce système endocrinien va vraiment être lié au développement. Donc, ça peut engendrer des problèmes de reproduction, des problèmes neurologiques. Donc, je crois qu'il faut regarder vraiment en termes d'impact ce que ça a sur la santé, sur l'environnement. Et il faut bien réaliser que ces impacts-là ont des coûts majeurs pour la société. Parce que le traitement des cancers, des maladies, c'est des coûts vraiment qui explosent parce qu'on le voit à tous les niveaux, ne serait-ce que pour les cancers, par exemple, que ce soit chez les enfants ou toutes les catégories d'âge, il y a une courbe ascendante qu'on voit vraiment au niveau statistique. Et malheureusement, on n'évalue pas les coûts sociaux de ces pesticides-là, alors qu'ils sont importants, tant au niveau de l'éducation, parce que si on regarde ne serait-ce que les problèmes, justement, déficit d'attention, les problèmes neurologiques liés à l'apprentissage, ça a des coûts au niveau du système d'éducation également. Sans parler des coûts que ça a pour les familles qui ont des enfants qui vont être affectés. Donc, ça, on ne calcule pas souvent, mais c'est important, puis ça affecte vraiment ça affecte nos sociétés. Et en Europe, ils ont essayé de calculer ces coûts-là, ne serait-ce que pour, c'était les cancers, je crois, uniquement, et on parlait de 2,5 fois le PIB de l'Union européenne en termes de coûts sanitaires juste pour ça. Donc, je crois qu'il faut regarder aussi cet impact-là. Puis, bon, ben, il y a les plastiques, évidemment, il y a les PFAS, donc voilà. Comment prioriser? Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des trucs qui sont gros et lourds à attaquer. Il y a des trucs qui seraient beaucoup plus simples, là, pour prendre le bon latin, là, les low-hanging fruits ou les gains. Il y a des gains faciles. Et je pense qu'il faut faire un peu les deux. Il faut faire un travail de fond et bon, probablement que le travail pour être plus raisonné dans l'utilisation de pesticides n'est pas nécessairement un travail simple. Il y a des éléments simples dans des réglementations, dans une certaine évolution, mais c'est un travail de fond. Il faut changer les façons de faire. C'est lourd. Mais il y a des choses beaucoup plus simples. Puis, tu sais, dans les gros enjeux environnementaux, un des pires cas en ce moment, c'est probablement la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. Ça défie toutes les règles de risque, même les règles du Québec, qui sont plutôt laxistes à ce niveau-là, ne sont pas respectées avec plein d'exceptions un petit peu étranges. Donc, ça, c'est comme un cas très spécifique, pointu, où, parce que c'est une grosse usine, puis qu'on est très, très sensible en ce moment aux aspects économiques, on accepte un excès de cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui attrapent des cancers à Rouyn-Noranda parce qu'ils respirent un air qui est plein d'arsenic et des fois de plomb puis de cadmium avec les autres effets de ces trucs-là. Ensuite, oui, dans les enjeux, on a parlé de pesticides. Les plastiques, c'est une espèce de truc où on parle des océans de plastique, on voit des images d'oiseaux, de tortues, de poissons qui ont des problèmes avec des morceaux de plastique, du gros plastique. L'iceberg qu'on ne voit pas, c'est les nanoplastiques qu'on ne voit pas et qui sont tout aussi omniprésents. Donc, je pense que là, il y a quelque chose dans les nanoplastiques qu'on ne voit pas, qu'on commence à apercevoir dans la littérature. Il y a pas mal de choses sur les micros, mais les nanos, ça s'en vient, puis ça va être énorme. Et ça, il y a beaucoup d'inconnus. Ensuite, bon, les PFAS, ça a été invoqué. Oui, c'est dans la une de l'actualité environnementale scientifique depuis 1-2 ans. Là, ça a complètement explosé. Bon, moi, ça fait une douzaine d'années que je travaille là-dessus. Donc, tu sais,
je suis très sollicité, puis j'apprécie que finalement on comprenne les enjeux. Mais tu sais, notre première exposition au Québec, c'était avec l'accident de Mégantic. On a utilisé toutes les mousses à incendie pendant 3 jours, 200 km à la ronde. Il n'y avait plus de mousse pour éteindre les feux parce qu'on avait tout utilisé ce qui était disponible pour contrôler l'incendie et la situation. Donc, on a été conscientisés tôt à ces enjeux-là, mais on n'a pas nécessairement bien intégré ça dans nos réglementations. Et il y a un exemple flagrant, c'est il y a des réglementations en Europe, il y a des réglementations aux États-Unis. Il y a Santé Canada qui a adopté des valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable. Québec, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune réglementation applicable, sauf cette recommandation de Santé Canada pour les PFAS dans l'eau potable. Il n'y a aucune règle sur les rejets de sites d'enfouissement, de lixivia qui contaminent nos rivières. C'est pas contrôlé, c'est pas réglementé. Et bon, il commence à avoir un intérêt au niveau des biosolides, parce que là, il y a eu un intérêt, mais même l'intérêt, là, il a été, on va dire, exacerbé parce qu'il y a eu des reportages et qu'il y a eu des scandales qui ont fait la une et il y a eu une conscientisation du milieu agricole. Mais s'il n'y avait pas eu les reportages, cette conscientisation, l'évolution au niveau des ministères pour ça aurait été beaucoup plus lente. Donc, il y aurait des gains faciles. Il y a une réglementation aux États-Unis, au Canada. Il y a des petites différences entre les deux. Le Québec pourrait faire un hybride des deux, adopter celle de Santé Canada. Il y aurait quelque chose avec ce qui manque dans Santé Canada, parce que ce n'est pas dans le rôle de Santé Canada. Il y a des juridictions provinciales. Ben, comment on fait les suivis? Comment on assure la transparence des résultats? Puis comme aux États-Unis, comment on exige les correctifs nécessaires? Et donc, ça, on a tout ça aux États-Unis. Bon. Qui n'est pas d'habitude le leader à suivre nécessairement en termes environnementaux. C'est un peu étrange, les États-Unis, où il y a pas... Le principe de précaution n'est pas appliqué de la même façon, où il est un peu absent de la réglementation, parce qu'aux États-Unis, si on ne peut pas démontrer un effet ou un impact, si un organisme réglementaire essaie de réglementer, ils vont se faire poursuivre carrément parce que là, ils nuisent au bien-être économique d'un producteur qui ne peut pas le prouver. Mais quand ils peuvent le prouver, ils font leurs analyses de risque, puis ils peuvent être assez sévères. Et donc là, c'est un peu atypique. On pense toujours que l'Europe applique le principe de précaution de façon beaucoup plus généreuse. C'est souvent le cas. Mais il y a des exceptions et les PFAS sont une exception où les États-Unis sont les plus sévères au monde en ce moment dans l'eau potable. Et je dirais que même les cyanotoxines, donc les toxines produites par les algues bleu-vert qui viennent d'un excès de nutriments, de phosphore et d'azote en agriculture, bien, ils sont aussi beaucoup plus sévères. C'est peut-être dans ce cas-ci parce qu'il n'y a pas de producteur de cyanotoxines, c'est les algues bleu-vert, donc le lobbying est moindre. Ça, je pense que ça joue énormément. Parce que, ah oui, tout à fait. Parce que ça, c'est sûr que si on regarde, bon, c'est peut-être vrai, mais concernant les pesticides, ça, c'est sûr que le Canada et les États-Unis, disons, sont dans la même situation vraiment en termes je dirais, de failles d'évaluation scientifique et de réglementation. Et on est très, très loin derrière l'Union européenne. Si on regarde juste le nombre de pesticides qui sont interdits au Canada, globalement, dans le monde, il y a à peu près un peu plus que 550 dans 168 pays. En Europe, ils en ont interdit à peu près 464. Bien, le Canada, c'est 32. Donc, on est très, 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 très loin en termes d'interdiction, en termes aussi au niveau de l'évaluation. Les évaluations sont basées sur les données qui sont fournies par les industries chimiques et ça ne suit pas la littérature scientifique récente. Donc, comme quand on a renouvelé l'autorisation des herbicides à base de glyphosate en 2017, bien, ça s'est basé sur des études fournies par l'industrie il y a 25-30 ans. Notamment pour l'autorisation des OGM, alors que la littérature scientifique sur les impacts sanitaires et environnementaux, bien, dans je dirais, de 2007 à 2017, c'était
il y a eu peut-être 70% de la littérature qui a été produite à ce moment-là. Ils n'en ont pas tenu compte. Donc, il y a vraiment à ce niveau-là des défaillances qui sont importantes. Je dirais que c'est lié beaucoup aussi à ce qu'on appelle une capture scientifique, une capture politique même de l'industrie. Par le lobbying, pas le lobbying, mais les industries agrochimiques. Puis ça, tous les tactiques, je dirais, de coulisses qui sont mises de l'avant justement à la fois pour minimiser les impacts des pesticides ont été mis de l'avant, notamment dans les procès aux États-Unis, ce qu'on appelle les Monsanto Papers, dans le cas des poursuites contre Monsanto pour les lymphomes non-hodgkiniens, où on a eu accès à des milliers de pages de courrier interne, où on voit vraiment à la fois toutes les manœuvres qui ont été faites pour cacher la toxicité de ces produits-là. Donc, je dirais que la proximité entre l'ARLA, qui s'occupe de l'évaluation et l'autorisation des pesticides, et toutes les compagnies agrochimiques, est très, très importante. Et il y a vraiment une influence directe. Et ça, on ne peut pas passer à côté. On en a des exemples constants. Et d'autre part, il y a un manque de transparence absolue. Ne serait-ce qu'avoir les données de vente du nombre de kilogrammes de pesticides vendus au Canada. Puis là, je parle globalement, là, je ne parle même pas dans quelle province. Bien, j'ai fait une demande d'accès à l'information. J'ai eu en majorité des données caviardées. Alors, puis là, on parle pour des pesticides, notamment comme le paraquat, notamment qui est lié au développement du Parkinson. Donc, l'absence de transparence à tous les niveaux est très, très importante au Canada. Bien, merci. On va sûrement y revenir. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse parce que vous avez mentionné les biosolides, puis je sais que ça a fait un peu les manchettes, mais je ne suis pas certaine que c'est tout le monde qui a vraiment compris ce que c'était, puis peut-être comment on fait pour... Bien, dans le fond, quelles sont les alternatives à l'épandage, puis tout ça. Peut-être juste clarifier pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, parfait. Et oui, même le terme biosolide est un peu... Oui, nous, on appelle ça les boues municipales. C'est des boues d'épuration municipale. Okay. C'est du fumier humain. Et même le terme biosolide vient des États-Unis, est très peu utilisé en Europe. Et il y a un petit peu de l'analogie que je vois avec le biosolide puis les boues d'épuration. C'est un petit peu comme le réchauffement global et les changements climatiques. C'est une façon de rendre ça plus doux, puis moins... plus propre. C'est plus propre des biosolides que de dire des boues d'épuration. Mais à la base, là, c'est du fumier humain. Il ne faut pas se le cacher, là, c'est du fumier humain. Et pour bien mettre en contexte, je pense qu'au niveau environnemental, c'est riche en azote, c'est riche en phosphore, c'est plein de matières organiques dans une logique de circularité, d'économie circulaire. Tous les intrants qui sont dans la nourriture qu'on mange se ramassent dans nos boues. C'est du fumier humain. Il faudrait remettre ça dans les champs. On va réduire notre dépendance à des engrais chimiques. On va diminuer, idéalement, on va diminuer les transports, puis on va minimiser les transports, faire ça le plus proche possible des champs. Et on va ramener de la matière organique dans nos sols qui manquent de matière organique. Donc, dans le meilleur des mondes, on devrait entièrement valoriser nos boues d'épuration dans des champs agricoles. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, on était inquiet des métaux. Il y a eu beaucoup d'enjeux sur les métaux. On a réglementé, on a fait attention, on a nettoyé nos boues, ajuster ce qu'ils faisaient dans les processus industriels. Et maintenant, nos boues sont bien contrôlées. On arrive à bien gérer les métaux. Donc, il n'y a pas trop de plomb, cuivre, cadmium, un petit peu, mais ça se gère. Ça se gère. Par contre, là, il y a des nouveaux contaminants. Puis, il faut s'assurer que les nouveaux contaminants sont bien intégrés, sont bien considérés. Et l'enjeu, les deux enjeux, je dirais, de l'heure qui sont un peu évacués de tout ça, c'est vraiment les PFAS, qui, bon, peut-être pas expliquer, là, PFAS, c'est des substances
per- et polyfluoroalkylés, qui sont utilisés dans toutes sortes de produits de notre quotidien. Et donc, il y en a partout. Et ces substances-là se ramassent dans nos boues en même temps que des plastiques. Donc, ça c'est les trucs qu'on gère peu et pas bien. Et malheureusement, les PFAS, on parlait de nos charges corporelles pour les pesticides, mais on est tous trop exposés aux PFAS. Si on fait une analyse sanguine de tout le monde, on a tous plus de PFAS dans notre sang que ce qui est bon pour la santé. On est à des niveaux où ça peut nuire au métabolisme des lipides, donc problème de cholestérol. Ça peut nuire au système immunitaire, donc on répond moins bien aux vaccinations et probablement plein d'autres effets dans le système immunitaire. Les autres effets sont très difficiles à mesurer, mais la vaccination, c'est facile. On vaccine des cohortes d'enfants, puis on peut tester ça facilement et finalement, on voit là, la réponse en anticorps ou la réponse du vaccin quelques années plus tard est corrélée, inversement corrélée avec la concentration de PFAS dans le sang de la personne. Donc, et ensuite, il y a certains cancers, il y a différents problèmes au niveau du foie, des reins. Il y a plein d'afflictions de santé qui sont attribuées au PFAS et on est tous trop exposés. Donc, tu sais, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il faut enlever quand notre eau est contaminée, puis ça arrive dans certains endroits, il faut l'enlever de l'eau. Mais la nourriture à l'épicerie est contaminée de façon systématique selon les denrées avec des PFAS. Puis il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de balises. Là. Comme je disais tantôt, il n'y a rien qui est hors norme, il n'y a pas de norme. On est dans l'inconnu. Puis si je ne me trompe pas, il y a aussi, on n'a pas à ce jour établi de dose, puis là, le terme scientifique m'échappe, mais de dose minimale sans effet, là, ou je ne sais pas c'est quoi le terme. Mais... Il y a des doses de référence à ne pas dépasser qui ont été établies en Europe. Il y a des critères dans l'eau potable qui ont été établis de façon très claire aux États-Unis avec l'analyse de risque et tout ce qui va avec. Et finalement, les doses, selon l'analyse de risque pure et dure, elles sont tellement petites qu'elles sont difficiles à mesurer. Et donc, une fois qu'on se base sur ces doses-là pour les PFAS, on est tous trop exposés. Ensuite, les critères qui sont utilisés aux États-Unis, c'est des analyses coût-bénéfice. Donc, c'est pas le critère, c'est pas le seuil qui n'a pas d'effet sur la santé. C'est le seuil qui a des effets sur la santé qu'on se doit d'accepter parce que ça va coûter trop cher de décontaminer l'eau plus bas. Donc, c'est de balancer les gains calculés de façon que les économistes sont très créatifs, là, entre les vies humaines puis la qualité de vie humaine qu'on perd et combien de millions ça coûte pour mettre à niveau une station de traitement d'eau potable. Et là, on compare des vies humaines puis des coûts de rénovation de stations. Puis là, concrètement, je vais m'avancer un peu sur les solutions, mais parce que j'entends rénover des usines de traitement pour les mettre à jour, pour qu'elles soient capables d'enlever certains contaminants. Puis là, vous mentionnez aussi que c'est présent dans beaucoup d'objets de notre... Est-ce que la piste la plus pressante, c'est que les gens se conscientisent puis essayent d'enlever le plus possible les contaminants dans leur maison, parce qu'on s'entend que les usines ne vont pas se rénover en claquant des doigts. J'essaie de voir concrètement ce qu'on peut faire pour se protéger. C'est toujours la question, hein? C'est vraiment, je me la fais poser constamment. C'est difficile parce que il y a de tout partout. Ouais. Par où on commence et par quoi, effectivement. Et je pense que ce qui reste le plus efficace, c'est vraiment en termes de réglementation, en termes d'interdiction. Mais en attendant, effectivement, et en attendant d'avoir des usines qui soient capables techniquement de se débarrasser de tout ça, je veux dire, bon, oui, il y a des choses à faire, mais c'est terriblement difficile. Outre, même ne serait-ce que essayer de ne pas avoir d'emballage plastique. J'essaie le moins possible, mais c'est tellement difficile. Je veux dire, on va à l'épicerie, tout est emballé dans du plastique. Même des produits en vrac ont déjà été
dans des grands bacs en plastique. Je veux dire, puis ça, c'est uniquement pour le plastique. Je veux dire, mais dans tout ce qu'on a dans notre maison, dans nos poêles. Ben, commençons par jeter les Les poêles en poêles. téflon, s'il vous plaît, là, les anti-adhésifs Les plutôt. planches à découper en plastique aussi, je pense que c'est Aussi, sage de... tu sais, je dirais, donc il y a des façons que l'individu peut un peu se protéger. Oui, faites-le. Écoute, prenez vos plastiques. Moi, Oui. ça fait des années que je me suis débarrassée de tout ça. En termes d'alimentation, ben c'est compliqué aussi. Je veux dire, les produits biologiques ne sont pas nécessairement accessibles à tous, mais il y a des façons de faire, notamment, si on sait que tel fruit, tel légume sont beaucoup plus contaminés que d'autres, ben c'est commencé, on priorise ça en premier. Mais moi, je pense que c'est une question qui ne devrait pas revenir à l'individu. Non, effectivement. Qui ne devrait pas être... En principe, mais en même temps, on est devant la oui, réalité. devant la réalité. Est-ce que les gens sont assez conscientisés ou informés sur les gestes à poser, de ne pas chauffer des contenants de plastique parce que là, c'est pire? Est-ce qu'on est assez au courant? Il y a un mélange. Je pense qu'à chacun doit prendre une part de responsabilité, mais il y a les plus gros gains, c'est évoqué, là, Oui, les plus gros gains, c'est au niveau des réglementations. Donc, c'est clair pour moi que au niveau, oui, il y a des petits choix ou des plus gros choix qu'on doit faire individuellement. Donc, de réduire l'utilisation d'emballage, certains produits. Est-ce qu'on a besoin de demander un traitement de Scotch Guard? Les gens oublient, le Scotch Guard, c'est des PFAS. Oui. Donc, c'est quoi Scotch Guard? C'est un traitement déperlant, anti-tache. Donc, c'est des traitements... Qu'on met sur quoi? Sur les tissus, je veux dire, il y en a, oui. Sofa, les sofas, les vêtements de sport. OK. C'était pas sur mon radar. Ah non. Oui, les poêles anti-adhésives ont été évoqués, bien que c'est pas... Ils m'inquiètent beaucoup moins parce qu'au niveau des fluoropolymères sur la poêle, c'est très, très stable. Ça m'inquiète la fabrication des poêles puis les usines autour. Mais les usages de PFAS dans des cosmétiques, les usages dans d'emballage de hamburger, on remplace des plats de restauration minute en plastique par des plats compostables résistants à l'eau. Ben, devinez, c'est quoi la magie qui fait que ça résiste à l'eau? C'est enduit probablement de PFAS. Donc, tu sais, il y a des... Et là, il y aurait des gains de réglementation de la part du gouvernement de réduire l'usage des PFAS à la source, là. À la source, dans toutes sortes d'usages qui sont, je dirais pas frivoles, mais qui sont plus de confort, qui sont pas nécessaires. Est-ce qu'on a besoin de ça pour emballer nos hamburgers? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un peu de PFAS pour des batteries automobiles? Parce qu'en ce moment, ce serait difficile de faire des batteries de voitures électriques, puis on ne veut pas nuire à l'électrification des transports. Je veux bien faire des exceptions si on a des règles et que c'est les usines, et il y a des grosses usines dont on parle de batteries, là, s'il y a vraiment des contrôles, puis qu'on s'assure qu'il n'y aura pas de dispersion, de contamination autour. Il y a certains usages au niveau biomédical pour les PFAS où on peut faire des exceptions. Pour du maquillage, pour de la restauration minute. Bon, pour les vêtements de sport, probablement que, tu sais, les vêtements de sport qui respirent bien puis qui sont résistants à l'eau, là, il y a des alternatives, mais les alternatives en ce moment ne sont pas tout à fait aussi performantes. Mais est-ce que ça vaut la peine de rester super au sec pour contaminer l'environnement? Puis gardez en tête, si on met un vêtement enduit de PFAS dans la lessive, puis qu'on fait notre lavage, bien, il y a un bout de ça qui s'en va dans l'eau usée, puis qui se ramasse à la station d'épuration, qui se ramasse dans le cours d'eau et dans les bouts d'épuration. Je vous écoute, puis je sens qu'on met beaucoup de l'avant la piste réglementaire, mais en même temps, on parlait au tout début là, de problèmes de longue haleine puis d'habitude à changer. Puis je vois comme une espèce de paradoxe. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à investir en recherche? Parce que peut-être que la technologie va nous aider.
je sais pas, j'entends, mais même pour les pesticides, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions, technologiques qu'on envoie là? Je sais pas si c'est vraiment poussé, mais tu sais, de l'intelligence artificielle qui tue les petits bébites qui sont sur les plantes ou, tu sais, de trouver des façons, par exemple, pour les PFAS, de s'intéresser à des mousses anti-incendie qui n'auraient pas ces produits-là. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à investir dans la La technologie? plupart des alternatives existent. Hmm. Tu sais, il y a des alternatives aux pesticides qui soit sont mécaniques, soit sont biologiques, soit sont il y a des Elles façons existent. pour les mousses, des mousses pour combattre les feux sans PFAS, ça existe. C'est Fluorine Free Foam, FFF. Ça existe. Il faut juste convaincre nos pompiers de changer leurs habitudes. Elles ne s'utilisent pas exactement de la même façon, donc il faut changer un petit peu la chose. Donc, OK, dans la majorité des cas, il y a des alternatives pour la majorité des problèmes environnementaux. Donc, oui, si tu demandes à un chercheur, est-ce qu'on devrait mettre plus d'argent en recherche? Oui, c'est sûr. Mais je pense que la zone où on a besoin de mettre beaucoup plus d'efforts, c'est comment changer les habitudes. La recherche de comment changer les habitudes, de comment transformer nos gouvernements, comment on aide la société à changer, comment on... La gestion du changement dans cet aspect-là, ça, c'est quelque chose... C'est la grande bataille. Puis, il y a beaucoup de chercheurs comme nous, je suppose, qui sont interpellés, mais dont c'est le sujet de recherche. Il n'y en a pas des tonnes. Non. Oui, moi, je pense que c'est important de changer, mais ce bout-là, là, il est beaucoup plus ténu, puis c'est le plus difficile. Mais en même temps, si les alternatives existent, mais qu'elles ne sont pas adoptées, est-ce que c'est parce qu'elles sont moins efficaces? Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je pense sur le fond, je suis d'accord avec vous. Mais si, dans le fond, on a fait des gains, je veux dire, en termes de productivité en agriculture, on a fait des gains, ça se mesure concrètement. Est-ce que plusieurs prétendent que c'est les pesticides qui nous permettent de nourrir un aussi grand nombre de personnes? Là, je me fais vraiment l'avocat du diable. Oui, tout à fait. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour convaincre les gens d'embarquer dans le changement? Bien, moi, je pense qu'il faut, premièrement, en agriculture, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure, notamment sur le fait que 80% de l'alimentation mondiale provient de petits agriculteurs, de paysans dans le monde. Donc, toute l'agriculture industrielle intensive basée sur les intrants chimiques, ben, c'est le 20% qui reste, n'est-ce pas? Et ça sert beaucoup à les commodités, donc notamment, en fait, les ventes de maïs, le maïs, le maïs, le soya, le canola. Et si on regarde, par exemple, là, au Canada, 82% des céréales servent à nourrir les animaux. OK? Aux États-Unis, on a beaucoup de maïs OGM qui servent notamment à l'éthanol, qui est très, très polluant aussi, et à l'alimentation animale également. Donc, nourrir le monde, en ce moment, on n'a pas de problème de nourrir le monde. Le problème, c'est la répartition des denrées, OK? Et c'est vraiment pas en termes qu'on n'est pas capable assez de produire de nourriture. Et d'autre part, ce qu'il faut comprendre dans l'utilisation des pesticides, c'est que quand on utilise des pesticides, comme je le mentionnais, ça provoque un effondrement vraiment au niveau de la biodiversité, des sols, des oiseaux, globalement de la biodiversité. Et ça a un impact que tu as plus de pestes parce que ton écosystème est débalancé, donc tu as plus de pestes dans tes champs, et là, plus de pestes, ben, tu fais plus de pesticides et tout. Donc, il y a eu un débalancement au départ en termes de biodiversité dans les écosystèmes, et ce qui est fait qui mène à en utiliser de plus en plus. Mais il y a des façons de cultiver autrement. Et j'ai mentionné auparavant l'agroécologie, où notamment, on recrée des écosystèmes balancés. Donc, vraiment une très, très grande biodiversité dans des petites parcelles, avec autant des arbres que différentes cultures, des animaux, où on recrée justement des écosystèmes et qui produisent, mais de façon incroyable. Il y a
des projets, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, et les résultats sont extrêmement intéressants. Et c'est non seulement des pratiques agricoles, mais aussi ça inclut vraiment également une économie circulaire de court-circuit. C'est aussi, ça assure également des revenus aux agriculteurs qui sont réellement supérieurs à ce qu'on voit ailleurs, des impacts sanitaires qui sont importants aussi. Puis il y a eu notamment un très gros projet en Inde, c'est des politiques pour subventionner l'agroécologie, et les premiers résultats sont sortis l'année dernière, et on voit une amélioration de la santé, de l'économie des agriculteurs. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc oui, il y en a des alternatives. Est-ce qu'elles sont subventionnées? Au Canada, non, par contre. Et si on regarde les programmes de recherche en ce moment, pour avoir une agriculture durable, ben ça s'en va dans la technologie. Mais la technologie, c'est des gros joueurs. C'est les gros joueurs qui sont déjà là-dedans, les compagnies, comme Monsanto, Syngenta, et c'est un milieu très, très concentré. On s'entend qu'à peu près 6 compagnies contrôlent 78% du marché des pesticides, 2 compagnies contrôlent les semences, presque la moitié des semences. Donc, c'est vraiment un marché très, très concentré. Et là, on a des gros joueurs comme Amazon, de données, finalement, toutes les firmes de télécommunications qui embarquent là-dedans aussi, parce que ça, c'est basé sur les données. Donc, l'intelligence artificielle, les données. Et à date, ce qu'on a analysé, c'est que toutes les prétentions en termes d'impact sur l'environnement, notamment, ne sont vraiment pas validées. Et c'est un coût supplémentaire pour les agriculteurs et les agricultrices. Donc, en ce moment, en termes de gagnants, non. On reste dans le même type d'agriculture. C'est vraiment un verrouillage avec des acteurs, des gros acteurs, et donc toute la dimension d'avoir une alimentation autonome, ou la souveraineté alimentaire, où on n'est pas là. On n'est pas du tout là. Est-ce que je me trompe, ou le terme agriculture régénérative, c'est un peu ce que vous décrivez? Ben non, pas nécessairement, OK. parce que justement, ça aussi, il y a il y a plein de termes pour Oui, toutes sortes c'est ça. d'agriculture, mais l'agroécologie, c'est vraiment, c'est bien défini avec OK. 13 principes. Ça a été adopté par le comité d'experts aux Nations Unies sur la sécurité alimentaire comme étant vraiment une transition permettant la durabilité des systèmes agroalimentaires, notamment. Ben merci pour ça. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je pense que... Peut-être ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a une résistance à changer, et dans certains cas, il y a beaucoup de lobbying qui est en arrière de tout ça. Et donc, tu sais, ne serait-ce que au niveau des agriculteurs, il y a une résistance à changer, puis des fois, c'est juste de leur faire réaliser que ça va leur coûter, non pas plus cher, mais moins cher, mais il faut changer. Il faut revoir des fois nos programmes de subvention. Puis, tu sais, il y a des fois où, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de maïs, mais il est très subventionné. Même chose chez nous. Et puis, il y a des programmes d'assurance, mais si tu fais autre chose, mais là, tu tombes des fois dans des boîtes vides, où il y a moins de soutien, il y a moins de trucs. Donc, tu sais, faut revoir un peu comment on fonctionne, puis il faut revoir l'influence des lobbying et le contrôle des choses pour changer. Tu sais, il y a trop de gens qui ont trop de contrôle, et nos gouvernements écoutent aussi beaucoup le lobbying. Je vois que le temps file. Je pense qu'on aurait pu faire deux épisodes facilement. Mais si en terminant, je vous proposerais peut-être un mot de la fin pour les citoyens. Tu sais, je sais qu'on a dit que c'était pas un problème individuel, c'est plus comme collectif, mais qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour aider, dans le fond, à diminuer la contamination environnementale chez nous? Ben, je crois de s'impliquer au niveau politique. Je pense que c'est une façon de... on a eu des beaux exemples de citoyens qui se sont, au niveau des villes notamment, qui se sont mobilisés pour l'interdiction des pesticides. Bon, Gatineau, Québec. Alors, je pense que les citoyens peuvent faire certaines choses. D'en parler aussi. Je crois que déjà,
plus on élargit les gens qui sont conscients de ça, ça fonctionne beaucoup. Puis lorsqu'on regarde les études qui sont faites sur comment on fait le changement, ne serait-ce qu'en agriculture ou dans d'autres milieux, bien, c'est souvent par les pairs. Mhm. Donc, de dire, ah ben oui, moi, mon voisin, il a fait telle chose, ça marche bien. Mhm. Donc, je crois que ce soit en ville ou en milieu agricole, et que ce soit pour les pesticides ou d'autres problématiques, que ce soit les plastiques ou les... je crois que, bon, ben, il y a, oui, de la sensibilisation, mais je pense que les citoyens peuvent participer Mhm. dans la mesure de leurs possibilités. Ben, tu sais, je pense qu'il y a une clé de ce que les gens peuvent faire à la maison, c'est de bien s'informer. Mhm. Tu sais, c'est de voir où est-ce qu'il y a les gains les plus utiles, les plus importants pour l'environnement de façon générale et les gains les plus importants pour leur propre santé, pour diminuer leur exposition. Puis à l'intérieur des budgets, là, c'est sûr que de tout acheter bio, c'est pas le même budget pour tout le monde, c'est pas nécessairement une option, mais tu sais, de ne pas mettre des pots en plastique au micro-ondes, ça coûte pas plus cher que de transférer dans un plat de verre, de Pyrex ou quelque chose qui va au micro-ondes. Donc, il y a des gains possibles que tout le monde peut faire, peu importe le budget. Mhm. Je pense qu'il y a une exigence de nos élus sur la transparence, puis de savoir, tiens, je reviens sur les PFS, mais il y a 5-6 villes au Québec, dans mes données à moi, où il y a vraiment un gros problème, mais les gens dans ces coins-là ne le savent pas tous. Mhm. Puis bon, j'ai peut-être fait j'ai quelques échantillons sur un tiers des villes, c'est 500 échantillons, c'est beaucoup d'échantillons, mais c'est pas ma job à moi, dans une thèse de doctorat d'un de mes étudiants, de faire le suivi environnemental de toutes les villes du Québec. Mhm. Ça devrait être au gouvernement d'exiger des mesures, puis des suivis. Puis il y a probablement, si moi, en faisant le tiers, j'en ai trouvé 5-6, bien, si le gouvernement les faisait toutes, il en trouverait probablement une dizaine de plus. Mhm. Puis Donc, savoir, c'est la mais première là, étape pour régler mais le problème. c'est des villes, des Ouais. villages, des endroits, plus petits, plus grands, je ne sais pas, qui en ce moment boivent de l'eau contaminée. Mhm. Et s'ils savaient, ben, soit ils pourraient traiter à la ville, soit ils pourraient changer leur puits, soit ils pourraient changer la source, Se soit mettre ils un pourraient filtre. utiliser des pichets filtrants appropriés, pas n'importe lequel à la maison, ou installer un système d'osmose inversée ou autre s'ils ont le budget. Mais s'ils ne savent pas, ils ne feront rien. Mhm. Donc, il faut vraiment Ouais. exiger de savoir. Puis il y a des gains relativement faciles quand on sait. Effectivement. Ben, sur ce, C'est merci la à base. tous les deux d'avoir accepté cette invitation et merci pour vos sages paroles. Ça fait plaisir. Merci.